Bonjour à tous, on va démarrer. Merci à tous déjà d'être venus, d'être présents. C'est un honneur pour nous d'être dans la grande salle. Alors aujourd'hui, on est là pour vous présenter comment est-ce qu'à BetClick, on a pu faire 100 millions de logins pendant un événement majeur pour nous qui était l'Euro 2020. Alors avant de rentrer dans le détail, on va se présenter rapidement. Donc, je suis Nicolas Josviac, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à BetClick. Auparavant, j'étais chez Xebia pour ceux qui ont connu. Actuellement, je suis au département architecture. Je suis responsable de l'équipe qui gère les composants techniques transverses et aussi les tests de charge. Et je suis accompagné de mon camarade. Je suis Étienne Puissant, je travaille chez BetClick depuis un peu plus de 2 ans aussi. Et je travaille dans l'équipe de Nicolas sur des sujets de performance et de tests de charge. Alors le menu du jour, on va vous expliquer le contexte, rapidement ce qu'on fait à BetClick, dans quel cadre aussi on a récupéré le système. On va vous présenter les outils qu'on utilise pour faire de l'observabilité et du monitoring. On va aussi vous expliquer la situation avant l'Euro 2020, parce qu'on a récupéré un système legacy qu'on avait amélioré déjà. Comment on s'est préparé pour cet événement majeur, et avec les tests de charge. Et enfin, on va terminer avec les prochaines étapes, les chantiers en cours, et ce qu'on compte faire par la suite. On est parti. Donc le contexte. Vous le savez sans doute, BetClick est une application de paris sportifs en ligne. On est présent sur les grosses compétitions sportives, alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais on va retrouver la Ligue des Champions, Roland-Garros, de la NBA. Il y a du MMA, c'est une spécificité de la Pologne. On n'est pas seulement présent sur tout ce qui est paris sportif, mais aussi sur tout ce qui est casino poker, et on a une activité de paris hippique. La promesse de BetClick, il faut le savoir, c'est de permettre un divertissement supplémentaire et une expérience améliorée pour les joueurs, et de passer d'un univers à un autre. Donc, je vais prendre un exemple concret. Un joueur, il va commencer à regarder un match de foot, il va parier dessus, il peut aller faire un peu de casino, un peu de poker, voire du pari hippique s'il y a une course hippique en parallèle. Il faut savoir que c'est une industrie très exigeante, vous pouvez vous douter, lorsqu'il y a un penalty, un tir au but, ou lorsqu'il y a un match de tennis sur un set, les joueurs vont vouloir parier très très vite, et du coup il faut qu'on soit très résilient, très réactif, et ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour la suite de la présentation. Je l'ai dit rapidement, on est présent dans plusieurs pays, donc la France, Pologne, Italie, Portugal. Il faut savoir qu'on est dans des univers qui sont régulés, donc c'est-à-dire qu'il y a des autorités de régulation. En France, on va avoir l'ANJ, Portugal, le SRIJ, et en fait, on a des obligations et des lois à respecter. Typiquement, on ne peut pas proposer n'importe quel type de pari. Et ça aussi, c'est une notion que je vais vous demander de garder en tête pour la suite de la présentation. Pour continuer, pour vous expliquer plus le contexte, il faut savoir que BetClick a une quinzaine d'années. En 2016-2017, BetClick a failli faire faillite. En fait, ce qui se passait, c'est que le système, l'ancienne équipe IT a laissé aller le SI. Ils n'ont pas su anticiper l'engouement pour les paris sportifs. Il y a eu plus d'engouement dans les années 2010. Et du coup, c'était un système qui vieillissait, c'était très mal noté sur les stores. Et du coup, les actionnaires, à l'époque, ont demandé au CEO fondateur et ancien ingénieur s'il pouvait revenir, reprendre la société. Donc il a accepté, mais à certaines conditions. Donc une des conditions, la première, c'était de remettre l'IT au même endroit. Il faut savoir que l'IT à BetClick était dispatché entre plusieurs villes, pays, ce qui n'a sans doute pas dû aider dans la communication, tout synchroniser, etc. Et la deuxième condition, c'était de mettre l'IT à Bordeaux. C'est pour ça que depuis 2017-2018, BetClick est à Bordeaux. Ça ne s'est pas fait sans mal, bien entendu. Il y a eu une grosse restructuration. Très peu de personnes ont suivi le mouvement, parce que soit elles ne le souhaitaient pas, soit elles ne pouvaient pas. Et du coup, on s'est retrouvé à reprendre un système gigantesque, avec très peu de passages de connaissances, et c'est là où tout commence. J'ai retrouvé, pour la petite anecdote, un screenshot. Alors c'est tiré de l'outil AppDynamics, pour ceux qui connaissent. On vous expliquera un peu plus l'outil AppD après. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le système, on a installé AppDynamics. Il est capable de tracer les flux entre les différentes applications, flux, applications, réseaux, bases de données, etc. Il nous a sorti ça. Petit bémol, l'outil n'était pas configuré convenablement, donc c'était brut de fonderie, mais déjà ça donne un état des lieux où on se dit ça a l'air un peu criminel d'aller là-dedans. On s'est lancé dedans et là on va vous expliquer l'histoire. Mais avant de rentrer plus dans le détail, Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la particularité de nos joueurs à BetClick, s'il te plaît?
Oui, Nicolas. En fait, chez BetClick, on est énormément lié en fait aux événements sportifs, et ça s'illustre sur notre trafic qu'on a en production. Là, on va vous montrer des graphes en fait de certaines API, certains services qu'on a chez nous, et on va essayer de les comparer en fait entre une journée normale chez BetClick où on va avoir un match de foot le soir, un match de Ligue 1, et une journée où, en plus d'un match de foot le soir, on va avoir des matchs de l'Open d'Australie, donc du tennis. Et là, ce qui est assez frappant, c'est qu'on voit vraiment des courbes différentes. Alors, on va d'abord prendre la courbe du haut. Quand il y a un match de foot, on voit que c'est plutôt tranquille pendant la journée, mais qu'on a une augmentation au fur et à mesure, et que pendant la soirée, ça s'active vraiment. Avant le match, on va avoir beaucoup de joueurs qui vont venir pour parier pour leur équipe préférée, ou alors pour parier pour leurs joueurs préférés. Et pendant le match, on va avoir pas mal de petits pics de charge, et à la fin du match, un gros pic de charge, et ça c'est normal. Ça s'explique déjà dans le match, il y a des faits de jeu, hein. Comme l'a dit tout à l'heure Nicolas, on peut avoir des buts, des pénaltys, les joueurs ils vont venir se connecter pour faire des paris par rapport à ça, et à la fin du match, tout le monde va venir sur la plateforme d'un coup pour voir s'ils ont gagné et récupérer leurs gains. Par contre, pendant une journée où on a du tennis, on voit que la courbe elle est différente. On va avoir des utilisateurs, des joueurs qui vont venir tout au long de la journée, et on voit que la charge elle augmente beaucoup tout au long de la journée. On a quand même un pic en fin de journée pour le match de foot, mais on voit vraiment que en fonction du sport, en fonction de l'activité du sport qu'il y a dans le monde, on va avoir un trafic différent sur notre plateforme de production. Donc ça, c'est pour les logins, mais on a d'autres API qui réagissent un peu différemment, notamment les retraits des gains. Là, on voit la typologie n'est pas du tout pareille. Pour le foot, pour une journée normale avec du foot, on voit qu'on a un gros pic en fin de journée. C'est normal, les joueurs qui ont gagné ils vont probablement vouloir récupérer leurs gains. Et par contre, quand on a un match de tennis, on va voir que tout au long de la journée, on va avoir des retraits de nos joueurs. Ça, c'est normal. Il y a plusieurs matchs pendant une journée de l'Open d'Australie, et il y a des joueurs qui vont, par exemple, parier sur tel match, et ils vont directement retirer leurs gains, et pourquoi pas, en fait, venir parier pour le match de foot du soir. Donc, évidemment, notre activité principale, c'est le placement de paris, donc c'est important qu'on le montre. On voit déjà, la première chose, que ça ressemble énormément à la courbe de login, ce qui est normal, c'est l'activité principale, les joueurs ils se connectent pour venir parier. Et alors là, il y a quelque chose qui est assez intéressant de noter. Chez BetClick, on propose de parier en live, en fait, pendant les matchs. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour des matchs de tennis, par exemple. Les joueurs, ils vont venir pendant le match et ils vont dire tiens, je vais parier sur ce jeu, entre Nadal et Djokovic, par exemple. Je pense que c'est Nadal qui va gagner ce jeu. Et du coup, on va avoir plein de paris tout au long de la journée, tout au long de ces matchs de tennis. Alors que le soir, là, on le voit bien sur le graphique, sur le match de foot, on voit qu'on a un gros pic de charge avant le match, et ça c'est parce que les joueurs ils vont plutôt être en mode voilà, il y a mon équipe favorite qui joue ce soir, et je vais parier avant le match pour me préparer un peu et pour vivre mieux mon match. Dernière chose assez importante chez nous, c'est la validation des paris, ce qu'on appelle le settlement. Donc en fait, une fois qu'un match est terminé, il va falloir valider les paris de chaque utilisateur, de chaque joueur, pour décider s'ils ont gagné ou pas, leur donner les gains. Et là encore, on voit pour le tennis, par exemple, que tout au long de la journée, cette API elle va être fortement sollicitée. Et c'est parce que en fait, à chaque jeu, il va falloir qu'on valide des paris de joueurs. Donc en fait, tout au long de la journée, on va vraiment avoir une forte activité. Et pour un match de foot, on voit que ça se passe plutôt en fin de journée. Donc c'est plus calme pendant la journée, mais en fin de journée, on va avoir beaucoup de paris à valider parce que les matchs de foot vont ramener beaucoup de monde. Et à la fin du match, on a beaucoup de paris à valider. On a le vainqueur du match, on a qui a marqué le plus de buts, ce genre de choses. Donc ça, c'était un peu pour observer le trafic. Maintenant, comment on observe, avec quels outils on va observer ce trafic qu'on a sur nos applications. Le premier outil qu'on utilise, donc Nicolas en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est AppDynamics. AppDynamics, c'est un APM, et avec AppDynamics, on va pouvoir obtenir des métriques, différentes informations sur nos différents services qu'on a chez BetClick. Je pense notamment au temps de réponse, au nombre d'appels, au nombre d'erreurs qu'on peut avoir sur certaines API.
Ce qui est bien avec AppDynamics, c'est qu'il nous propose une sorte d'échantillonnage, de snapshot en fait, de véritables call API qui sont faits sur notre plateforme. Et à l'intérieur, on va pouvoir venir fouiller en fait. Si par exemple on remarque qu'un call API est lent, on va pouvoir venir fouiller à l'intérieur et voir à quel niveau du code ça a pu potentiellement y avoir des lenteurs. Dernière chose sur AppDynamics, on s'en sert aussi pour monitorer nos applications front. On va avoir des informations sur, par exemple, le nombre de crashs, la localisation des différents devices des utilisateurs, et on va pouvoir voir quelles sont les requêtes qui sont envoyées au back-end. Donc ça, c'est le premier outil pour observer, pour monitorer. Le deuxième, c'est Datadog. Donc Datadog, on va s'en servir pour centraliser tous nos logs. Et on va dégager des métriques à partir de ça. Et on va se servir de ces métriques pour faire des dashboards. Donc ça plaît beaucoup aux équipes. C'est assez visuel. Là, on vous a mis un dashboard d'un composant technique qu'on a chez nous. Et comme vous pouvez voir, on peut avoir des choses assez précises et assez diverses en termes de visuel. On a des courbes, on a aussi du code couleur. Bon, là, évidemment, on vous a mis quelque chose où c'est tout vert, hein, mais bon, ça ne se passe pas tout le temps comme ça, évidemment. Et quelque chose qui est important de noter avec Datadog, c'est qu'on va pouvoir mettre en place de l'alerting. En fait, on va pouvoir définir des seuils. Alors, je ne sais pas si on voit très bien sur l'image, mais on va pouvoir déterminer des seuils sur certains métriques et dire, si ce seuil est dépassé, je vais envoyer une notification pour que les équipes soient informées. Donc voilà, c'est les deux outils qu'on utilise principalement pour observer. Maintenant, on connaît un peu mieux notre plateforme. Comment ça se passait avant l'Euro, Nicolas, les matchs? Alors, avant l'Euro, comme je vous ai montré sur la première image, on récupère, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on récupérait un système legacy avec des règles très complexes. Je vous ai dit, hein, les règles sur les régulateurs, il y a énormément de métiers. Pareil sur le métier du pari sportif, casino, poker, hippique, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé dans ce monde-là, mais tout ça mis ensemble, voilà. Et pour être honnête, les soirs de match, on était comme sur l'image. Ça ne se passait pas bien du tout. La plateforme ne tenait pas. Vraiment, on tenait les murs, on était dans la salle comme ça, on priait vraiment. Et du coup, on a dû apprendre à gérer les outils. Étienne nous a expliqué AppDynamics et Datadog. On avait fait des configurations très basiques. On venait de les installer. On a dû les affiner, etc. Mais on l'a fait sur des choses qu'on connaissait un peu. Typiquement, le login, on savait qu'il fallait l'observer, donc on avait mis du monitoring dessus. Mais par exemple, sur des règles de placement de paris, on n'avait pas toute la finesse pour le faire, et on a dû apprendre les règles. Pour vous donner un exemple d'idée, lorsqu'on fait des placements de paris, on peut faire des combinaisons de placements de paris. Donc par exemple, je vais faire un PSG Real Madrid, je vais dire PSG gagnant. Mais après, je peux aller finement pour dire quel joueur a le plus marqué, etc. Et je peux combiner ça à d'autres matchs, donc tennis, foot, basket, etc., qui vont déclencher des règles spéciales et qui plus est, suivant les pays et régulations associées, on ne va pas avoir les mêmes contrôles. Donc d'une soirée à l'autre, des fois ça se passait bien, on se dit ah c'est top, on a réparé des choses, on est sur le point de tenir, le soir d'après on tombait. Et du coup, c'était très compliqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on a fini par faire des war rooms. Donc, comme sur l'image, là, vraiment, les soirs, du coup, tous réunis, toutes les équipes domaine. Donc, par équipe domaine, j'entends les équipes betting, les équipes paiement, les équipes qui gèrent les comptes, etc. Et on gérait en live la production. C'est-à-dire qu'on voyait tout ce qui n'allait pas. On intervenait là où on pouvait intervenir rapidement. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. On a pu identifier énormément de points de contention, d'affiner nos réglages AppDynamics, Datadog, l'alerting surtout, et comme je le dis, pouvoir récupérer facilement ou pas, des fois, les problèmes des utilisateurs, ou au moins les identifier pour pouvoir les mettre de côté, les rejouer plus tard et régler la situation. Ça nous a permis une autre chose aussi, c'est War Room, c'est de prioriser les sujets. Comme vous pouvez le penser, il y avait énormément de choses à améliorer, réparer, etc. Et par où commencer, ça nous a permis de tout prioriser. Et ça, c'était quelque chose de très bien. Je me rappelle d'une anecdote, notamment un soir comme ça, je venais d'arriver à BetClick, et en fait, on avait observé assez vite qu'il y avait la base de données, c'était le point de contention. Et en fait, en regardant entre les devices Android et iOS, par exemple, les pollings de certaines API n'étaient pas réglés de la même manière.
il y a un côté qui était très agressif par rapport à l'autre et on a pu réaligner le polling et déjà soulager un peu la plateforme. Déjà, c'était des petits quick wins comme ça qu'on pouvait trouver lors de ces soirées-là. Alors du coup, avec ce qu'on vient de vous expliquer jusque maintenant, on avait déjà un peu mieux appréhendé le système, mieux configuré nos outils, on comprenait mieux comment ça marchait. Et avant l'euro, on avait déjà fait pas mal d'améliorations. Donc vous vous souvenez de cette image. On arrive à ça. Donc là, on est à quelques mois avant l'euro. Donc ce qui s'est passé, plusieurs choses. La première, c'est comme je l'ai dit, on a appris à mieux gérer l'outil AppDynamics. Du coup, en le réglant mieux déjà, c'est tout de suite un peu plus lisible. Ensuite, concernant la précédente image, ici, il faut savoir que c'était une application monolithique. En interne, on l'appelait un monolithique distribué. On a entamé un découpage en microservices. On s'est basé sur le Domain Driven Design, le DDD1. Parce qu'en plus, ça s'y prêtait bien. On a des domaines betting, paiement, casino, poker. Là, c'est vraiment adapté. Et du coup, on a fait ce découpage-là. Alors là, on ne le voit pas très bien sur l'image, mais il y a des bulles qui sont plus grosses que d'autres. C'est en gros nos domaines. Et du coup, tout de suite, déjà, l'outil, on a plus envie d'aller dedans. C'est plus facile à analyser. Quand il y avait quelque chose qui clignotait, de l'alerting, il y a des choses en rouge, on le voit plus facilement. Et du coup, déjà, on avait gagné un peu plus en sérénité, mais ce n'était pas encore tout à fait ça. Je vais descendre un peu plus bas. Alors là, je vais rester sur de l'architecture, mais alors c'est une architecture très simplifiée. Hein. Elle est beaucoup plus complexe que ça. Mais pour vous montrer les quick wins qu'on a pu faire lors de ces soirées-là. Donc je vais commencer par la partie du haut. En haut, on a les applications mobiles, donc iOS, Android. On a une web app qui est basée sur l'Angular. Ces devices, ils vont attaquer des API publiques. Donc ces API publiques étaient exposées en ASP.NET pour des vieilles applications, du .NET Core plus récemment, et on a du Kotlin aussi. Pour rentrer dans le système BetClick, on passe par un NetScaler, un équipement réseau, donc il va avoir le rôle de proxy, gateway SSL, firewall, load balancer. Je vous en parle parce que ça va être important pour la suite de la présentation aussi. Les API publiques vont taper classiquement sur des API backend, elles aussi en .NET Kotlin. Et enfin, ces API backend vont taper dans une base SQL Server répliquée. Donc jusque-là, classique. Côté API backend, on a des providers pour les sports et casinos. Il faut savoir que tout ce qui est cotation des matchs, les matchs en eux-mêmes, on a des providers qui nous génèrent ça, et du coup, on récupère tout ça. Donc je l'ai dit rapidement tout à l'heure, les soirs de match, ce qu'on voyait, et c'est classique dans beaucoup d'applications, hein, j'ai envie de dire, point de contention énorme, et c'était la base de données. On a énormément de lecture et d'écriture, même si elle était répliquée, elle a une bonne taille, enfin elle est costaud quand même, mais ça ne suffisait pas. Du coup, assez rapidement, on a mis en place un cache Redis, quick win, hein, sur des cas fonctionnels qui s'y prêtaient bien. Déjà, ça nous a permis de faire respirer la base de données. Ensuite, autre point qu'on a amélioré, alors je vous ai dit qu'on avait entamé une transformation en microservices. On a fait le choix, pour faire parler ces microservices, de passer par un bus d'événements. Et ce bus d'événements-là, on l'a mis sur AWS avec du SNS SQS. Là aussi, ça a permis d'un peu fluidifier et gagner en résilience. Pardon. Ensuite, côté front, on a mis en place un cache varnish. Ça aussi, c'est plutôt classique, hein, ça a pas mal soulagé. Et enfin, un point important pour nous, c'était de mettre une API Gateway. Donc on a fait le choix de partir sur Kong. Donc Kong, ça nous a permis plein de choses. Pour info, Kong, il fonctionne avec système de plugins. Ça nous a permis de rajouter de la sécurité, qui n'était pas super bonne avant. Tout ce qui est authentification des API. Donc dans la sécurité aussi, ça nous a permis de gérer les attaques DDoS notamment. Vous pouvez vous en douter, hein, on est sur un système où il y a pas mal d'attaques, hein, donc il a fallu se prémunir contre ça aussi. Ça nous a permis deux autres choses aussi vraiment importantes, de homogénéiser nos configurations. Il y a beaucoup d'équipes et on voulait vraiment faire en sorte que les API soient correctes pour tout le monde, que ça ne parte pas dans tous les sens, donc ça nous a permis ça. Et dernier point important, le monitoring. On avait un point central pour monitorer notre point d'entrée de l'extérieur vers l'intérieur de notre plateforme, et là aussi on avait pu gagner beaucoup en observabilité. Oups. Autre chantier qu'on a démarré début 2020. On a vu que la plateforme commençait à se porter plutôt bien. On commençait à tenir des matchs. Il y a encore quelques matchs où ça allait pas trop, mais on commençait à gagner en confort. Donc là, on se dit, bon, il y a bientôt l'Euro, bon, c'est
peut-être le moment de commencer à passer vers le cloud. Et du coup, on a fait le choix de partir sur de la WS. Alors 2020, comme vous le savez tous, hein, année compliquée, la pandémie est arrivée. Pour BetClick, toutes les compétitions, matchs annulés. Du coup, nous, ce qu'on a fait, on en a profité pour tous se former à AWS. L'IT à BetClick a permis qu'on se forme tous à l'IT. Il y a eu des bancs de certification en interne assez gigantesques. C'est à ce moment-là qu'on a mis en place une landing zone. Ça, tout le monde pouvait jouer sur AWS, apprendre à gérer les services. Et à BetClick, on a fait le choix de ne pas faire le mode Big Bang, hein, plutôt un mode hybride, de dire on va prendre des cas de figure, des nouveaux besoins qui vont arriver, et commencer à aller sur AWS avec des petits cas fonctionnels, et on verra la suite. Et d'ailleurs, l'Euro qui a eu lieu l'année dernière, on était prêt avec certains services sur le cloud, on avait réussi à commencer à faire cette migration-là. Bien entendu, il y a d'autres services qui sont encore sur du on-prem, on va les laisser puisqu'ils marchent très bien, il n'y a pas de priorité à changer, etc. Et il y a des contraintes légales selon les pays aussi pour que ça reste sur du on-prem. Alors, avec ce que je viens de vous expliquer, moi, il y a quelque chose qui me trottait dans la tête depuis quelques temps, et j'en discutais pas mal avec mes collègues, c'est qu'en fait, j'avais le sentiment qu'on subissait beaucoup la charge. C'est-à-dire que les soirs, les war rooms, on avait beaucoup amélioré, mais on n'était pas serein. Et on ne regardait pas trop vers le futur. Il y avait le cloud déjà qui entrevoyait ça, dire on va un peu moderniser un peu plus la plateforme. Mais en fait, moi, ce qui me manquait, c'était une vision sur, en fait, c'est quoi les chiffres qu'on veut faire à BetClick, c'est quoi la charge qu'on veut tenir pour l'euro, on s'attend à combien de personnes sur la plateforme. Et c'est quelque chose qui nous manquait. Et c'est là où on s'est dit, ce serait bien déjà d'avoir ces chiffres et de commencer à mettre en place ces tests de charge. Et du coup, de pouvoir un peu anticiper et pas être en mode réaction avec ces fameuses war rooms tous les soirs, à être paniqué ou à être pas serein et gagner en sérénité. Avant de parler tests de charge dans le détail, je pense que vous n'êtes pas prêts sur cette slide. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Alerte sur la banquise de John Kotter. En fait, il fait un parallèle avec le monde de l'entreprise sur le fait de gérer des urgences ou de créer des urgences. Et je vous parle de ça, c'est ce qu'on a vécu à BetClick concernant les tests de charge. Donc pour la petite histoire, dans le livre, il prend des pingouins qui vivent sur la banquise, et la banquise fond. Du coup, les pingouins, ils ont plusieurs choix. C'est soit ils doivent trouver un autre endroit, soit ils doivent s'adapter à ce qui va rester de la banquise, ou alors il y a un groupe de pingouins qui se dit ça n'existe pas, ça ne va jamais arriver, etc. Et en fait, à BetClick, on a vécu ça parce que quand on a émis l'idée de mettre en place ces tests de charge, c'était quelques mois avant l'euro, en fait, on s'est dit on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'on avait une plateforme de pré-production, mais qui n'était pas du tout adaptée, même pas sizée un quart ou quoi que ce soit par rapport à la production. Les applications étaient radicalement différentes, pas vraiment maintenues. Je ne parle même pas de l'état du réseau, de la base de données, etc. Ça aurait été pas pertinent de faire des tests de charge dessus. L'autre option, c'était de se dire, on va prendre cette plateforme de pré-prod et la tailler correctement pour qu'elle se rapproche de la production. Le souci, c'est que quand on avait regardé les estimations, encore une fois, on était à quelques mois de l'euro, on n'avait pas le temps de le faire. Et l'autre point, c'est qu'on n'avait pas le budget de le faire. Et là, on a eu une idée un peu loufoque, on était un peu des déglingos à l'époque. On s'est dit, et si on faisait les tests de charge en production? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre petit dossier, on a été voir la direction, on leur a dit, voilà, écoutez, c'est un peu chaud là, mais on vous propose ça. Et étrangement, la direction a dit banco. Alors bien entendu, il y avait des contraintes quand même, c'était pas open bar. Il y avait des heures à respecter, fallait commencer doucement sur des cas simples, etc. Mais on a pu le faire. Et du coup, Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a mis en place et comment on a démarré, s'il te plaît? Ouais, donc du coup, je vais expliquer un peu techniquement comment on a mis en place les tests de charge. La première chose, c'est qu'il va nous falloir une sorte de plan en fait pour mettre en place les tests de charge. On a commencé par regarder le trafic qu'il y avait sur notre plateforme, notamment grâce à AppDynamics, qui peut nous fournir des courbes d'appel de chacune de nos API. Et on s'est concentré sur les soirées de match parce que c'est à ces moments-là qu'on a le plus gros trafic et c'est généralement à ce moment-là que ça nous fait le plus mal. Donc là, on vous a mis deux graphiques, les logins et l'accès au portefeuille. C'est deux API qui sont très utilisés chez nous.
Et on peut voir par exemple dans les logins, on a pendant le match une augmentation du trafic, on a certains pics et on a un pic en fin de match, on en a déjà parlé. Pour l'accès au portefeuille, on voit que c'est un peu différent. On a par exemple un plateau au départ, après on a une montée progressive et on a des pics mais qui ne sont pas aussi aigus qu'on peut voir sur le login. Donc l'idée c'est de se dire, ok, on a une sorte en fait de courbe, de tendance de charge. Il faudrait qu'on fasse ça pour chacune des API qui sont plutôt populaires chez nous. Et donc c'est ce qu'on a fait, on a créé une sorte de schéma de courbe de charge, de tendance de courbe de charge. C'est ce que vous voyez au-dessus. Pour chacune des API, on s'est dit, on va un peu dessiner le trafic qu'on a pendant les soirs de match et on va essayer de rejouer ça dans des tests de charge. Pour faire des tests de charge, on utilise l'outil Gatling. Gatling, c'est un moteur de test de charge. C'est plutôt facile à utiliser, c'est flexible. Et nous, on s'en est servi en fait pour matérialiser un peu ce schéma de tendance de charge, ces courbes à l'intérieur d'un test de charge. Donc Gatling, ça fonctionne avec des simulations et des scénarios. On va venir coder en fait nos différents workflows d'API qu'on a. Par exemple, un workflow de login ou un workflow d'accès au portefeuille, par exemple. Et derrière, on va pouvoir dire à Gatling, j'aimerais que tu injectes tel nombre de users sur la plateforme pour ces API. Et donc l'écran que vous voyez en dessous, c'est le visuel qu'on a pendant un test de charge avec Gatling. Il faut savoir qu'on utilise Gatling avec AWS. Sur AWS, en fait, on a une interface graphique qui nous permet de monitorer ce qui se passe pendant le test, de savoir le nombre de users qu'on injecte, de savoir aussi le temps de réponse qu'on a sur certaines API, de quand ça se passe mal, voir les erreurs aussi. On a la capacité de stopper aussi, si on va trop loin, si on sent que la plateforme elle tient plus. Donc Gatling, c'est très pratique pour ça. On a vraiment un visuel et on sait ce qui se passe pendant le test de charge. Du coup, on a décidé, avant l'Euro, de mettre en place deux types de tests de charge. Le premier, c'est le test de release. Donc, il faut savoir que chez BetClick, on a un cycle de livraison hebdomadaire. Donc, chaque semaine, on va livrer des nouvelles fonctionnalités, corriger certaines choses. Et après ces livraisons, on va lancer un test de charge. C'est un test de charge qui va contenir en fait les API les plus populaires qu'on a, et on va l'alimenter en fait au fur et à mesure du temps, ce test de charge avec toutes les nouvelles API qu'on pourrait avoir. Ça nous sert à vérifier en fait s'il n'y a pas eu des régressions sur certains services. Ça nous sert aussi de voir s'il y a eu des améliorations, parce que c'est important de voir quand ça marche mieux aussi. À la fin de ces tests, on va faire un compte-rendu qu'on va partager aux équipes. Et si par exemple il y a eu des problèmes sur certains services, on va directement contacter les équipes concernées, parce que nous on est là pour lancer les tests de charge, mais on ne va pas connaître la technique par cœur de certains services, donc on a besoin des autres équipes pour essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. Le deuxième type de test de charge, c'est le test de rupture. Alors là, le but, ça va vraiment être d'essayer d'atteindre les limites de la plateforme en injectant un gros nombre de users. Ces tests, ils ont été très utiles avant l'Euro parce qu'on a pu voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait supporter. Et il faut savoir que ces tests, on les faisait en relation directe avec les équipes de database et SRE. Pendant qu'on injectait cette charge, ils étaient là pour observer ce qui se passait sur la plateforme. Et eux, ils avaient vraiment des outils de monitoring de leur côté pour vraiment voir ce qui se passe sous le capot et essayer de savoir où sont les points de contention quand on injecte cette grosse charge. C'est important de noter aussi que vu qu'on pousse les limites de la plateforme, il y a peut-être des moments où elle va tomber pendant ces tests. On va pouvoir voir combien de temps elle met pour revenir en place. Donc on a un recover time qu'on va pouvoir un peu mesurer. Et si ça nous arrive pendant un match, on va savoir un peu combien de temps on peut remettre la plateforme en forme. Donc, je l'ai dit, les tests de charge de rupture, on s'en sert beaucoup. Ça nous a servi énormément avant l'Euro pour essayer de prioriser les corrections qu'il y avait à faire. Par exemple, si c'est des soucis sur certaines requêtes de base de données, on va pouvoir savoir quelles sont les requêtes qui posent le plus de problèmes et prioriser en fait les corrections. Une dernière chose sur les tests de charge, on a créé un portail en interne sur lequel on va pouvoir en fait créer nos simulations et nos scénarios.
Et on va pouvoir partager ce portail aux différentes équipes. Donc là, le but, c'était de faciliter un peu le test de charge chez BetClick et de pouvoir un peu partager ce portail aux équipes pour qu'ils puissent eux-mêmes en fait faire leur test de charge, générer leur scénario. Et le but, c'était d'essayer d'avoir une sorte d'habitude en fait du test de charge, c'est-à-dire que quand une équipe va créer une nouvelle fonctionnalité, eh ben, il faut qu'elle se mette en tête qu'elle a la capacité de faire des tests de charge et elle peut vérifier en fait la performance de sa nouvelle fonctionnalité. Il faut savoir que ce portail il est connecté avec Gatling sur AWS, donc les équipes elles ont directement accès à l'interface de Gatling pour voir ce qui se passe en temps réel. Et il faut bien savoir que les équipes ne vont pas lancer des tests en production tout le temps. On a aussi une plateforme de pré-prod qu'on a améliorée, sur lesquelles elles peuvent faire ce genre de tests. Et on a aussi une sorte de calendrier qui nous permet en fait, d'éviter qu'il y ait plusieurs équipes qui lancent des tests de charge en même temps et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Tout d'un coup, il y a plein de charges sur la plateforme. Donc ça, c'est un peu la partie technique concernant les tests de charge. Ça nous a servi à quoi? On va parler de quelques exemples d'amélioration qu'on a eu. D'abord au niveau applicatif. Sur nos services .NET et Kotlin, on a pu observer par exemple des points de contention au niveau du code. Donc ça peut être par exemple des boucles qui prennent du temps, qui ne sont pas optimisées. Grâce au test de charge, on va pouvoir mettre en lumière ces bouts de code qui ne sont pas optimisés et faire des correctifs. Autre chose, au niveau base de données, on a eu un petit problème au niveau des connexions au pool de base de données. On s'en est rendu compte lors d'un test de rupture. Ça nous a permis derrière de corriger au niveau du code ces connexions au pool et de pouvoir après refaire un test de charge et se rendre compte qu'on avait corrigé ce problème. Donc ça, c'est côté applicatif, mais il y a aussi beaucoup d'améliorations qui ont été faites côté réseau système. Donc Nicolas en a parlé tout à l'heure du NetScaler. On a fait un test de rupture avant l'euro où on s'est rendu compte qu'on avait atteint une sorte de limite sur nos connexions SSL, sur notre NetScaler. En gros, on voyait sur les courbes de l'équipe SRE qu'on avait une sorte de plateau, on atteignait un plateau et on ne pouvait pas le dépasser. Ça, on a pu s'en rendre compte grâce au test de rupture en injectant énormément de charges sur la plateforme. Et donc, ce qu'on a fait, on a réagi. Là, on a pu anticiper. Du coup, on a pu se dire, tiens, il y a plein. Quand on envoie trop de requêtes, il y a ce problème qui apparaît. On a pu le corriger en augmentant notre nombre de licences. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, l'utilité du test de charge, parce que ça, c'est très bien quelque chose qui aurait pu apparaître pendant un match de l'Euro et qu'on n'aurait pas anticipé du tout. Et donc, le test de charge de rupture qui nous permet d'injecter beaucoup de users nous permet de mettre en lumière ce genre de problème réseau. Autre chose, au niveau de notre API Gateway, Kong, donc qui est devant notre plateforme, devant notre back-end, on a un plugin sur Kong qui fait du throttling. Le throttling, en fait, ça permet de dire quand il y a trop d'appels qui sont faits sur telle API, je vais empêcher la requête d'aller plus loin et je vais renvoyer un code spécial. Et donc, les tests de rupture, ça nous permet en fait de savoir quelles sont les limites de chaque API. Et sur des API comme le login, par exemple, qui sont très utilisés, chaque fois que quelqu'un se connecte pour parier, on va pouvoir dire qu'à un certain seuil, on va empêcher en fait, la requête d'aller plus loin. Ça va permettre de soulager notre back-end, mais aussi ça va permettre d'envoyer un message d'erreur un peu différent à notre utilisateur. C'est ce que vous voyez tout à gauche. Ce message d'erreur, en fait, il va être moins frustrant pour l'utilisateur et c'est important. En fait, nous, l'expérience utilisateur est très très importante chez BetClick et lui montrer on est sur un moment, sur un match où il y a beaucoup de monde qui se connecte, qu'il faut qu'il attende un peu. C'est beaucoup mieux que juste lui renvoyer un message d'erreur classique, donc sans vraiment d'information. Donc du coup, Nicolas, on est à la veille de l'Euro. On a fait plein d'améliorations grâce au test de charge. Quels objectifs on s'est fixés? Est-ce qu'on a réussi à les atteindre? Yes, merci. Donc, on est 2 semaines avant l'Euro. On vient de terminer nos tests de charge. Il faut savoir que... Alors, je ne voulais pas expliquer, mais pourquoi est-ce qu'on vous parle de l'Euro aussi, pourquoi pas d'autres événements? Il faut savoir que l'Euro, pour BetClick, c'est un événement très important. Il y a énormément de clients nouveaux, anciens, qui s'y connectent de tous les pays possibles. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait un gros focus dessus. Et on se voulait d'être irréprochable et avoir 0 erreur. Du coup, dans les objectifs, c'était que la plateforme tienne.
on n'est pas de problème. Et on avait eu les fameux chiffres avec le métier, on a pu tirer les vers du nez. Ça a été somme toute assez simple, hein, les directives du métier, c'est, vous voyez, vous prenez le dernier record historique de BetClick et vous faites plus 50%. Facile sur le papier, mais ça nous a permis de régler nos tests de charge. Donc on a pu régler ça pour les logins, les placements de paris, etc. Et 2 semaines avant l'Euro, honnêtement, on était plutôt pas mal. Bien entendu, il y avait pas mal de corrections qu'on a faites, des petits bouts de scotch de dernier moment, hein, on ne se le cache pas, hein. On s'est créé de la dette parfois, qu'on a résorbé par la suite, ou encore qu'on est encore en train de résorber. Mais voilà. Bon, du coup, je vais tuer le suspense, hein. Donc, les résultats. Donc, sur l'Euro, qui, pour rappel, dure 1 mois, on a eu 1 million de joueurs sur la plateforme, les 100 millions de logins. Chose dont on était très fier, c'est qu'on a eu 100% de disponibilité de la plateforme, donc c'était l'objectif qu'on a réussi à tenir. Je vais aller un peu plus loin, on a eu 0 incident majeur. Donc ça, c'était historique pour nous. On partait de très loin, comme je vous le disais. On a eu 0 war room, et c'est quelque chose dont on était très fiers. Et je vais même aller encore plus loin. Depuis l'Euro, on a 0 incident majeur depuis l'année dernière. Donc il y a d'autres compétitions qui ont reprise, la Ligue des Champions. Merci. Donc Ligue des Champions, il y a eu l'Open d'Australie, etc. On est plutôt serein. Donc je ne dis pas qu'il y a toujours des petits incidents, ce serait utopique, mais des gros incidents, non, la plateforme tient, les joueurs sont contents, et nous aussi. Alors, depuis tout à l'heure, on vous parle de technique, mais en fait, dans tout ça, il n'y a pas que la technique, hein, il y a de l'humain. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a senti vraiment, comme cette image-là, il y a un collectif qui s'est créé. Donc, Étienne vous l'a expliqué, on avait donné un peu la main aux développeurs pour qu'ils fassent des tests de charge sur leur périmètre. Nous, on était toujours garant des tests de charge transverses et en production. Et on était vraiment accompagnés. C'est-à-dire que lorsqu'on lançait des campagnes, il y avait les SRE, DBA, les équipes du domaine qui venaient avec nous, et il y avait de l'entraide. C'était pas, par exemple, on détectait un problème en base de données, bon, les DBA, c'est ça le problème, débrouillez-vous, on reteste plus tard. Sinon, on va réfléchir avec vous comment est-ce qu'on peut optimiser ça. Pareil pour le réseau, pareil pour l'applicatif. Les SRE venaient avec nous et même il y a des SRE qui regardaient le code pour essayer d'optimiser. Et vraiment, à ce moment-là, ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a une culture d'entreprise qui s'est créée à ce moment-là. Parce qu'on on voulait tous que ça marche bien, on voulait tenir, on en avait marre de faire des war rooms, honnêtement. Du coup, on voulait que ça marche. Et cette culture d'entreprise-là, elle a commencé avec, rétrospectivement, elle a commencé à se créer avec ces war rooms-là, mais elle s'est amplifiée pour l'Euro, parce que, encore une fois, c'était un gros événement. Et en plus, vu qu'on a tenu les chiffres, les objectifs, on était d'autant plus fiers. Et je vais aller encore plus loin, c'est que cette culture-là, on l'a jusque maintenant, elle perdure. Et ça, pour avoir fait pas mal d'autres sociétés, c'est pas quelque chose de simple à faire et à garder dans le temps. Donc là aussi, on est d'autant plus fiers à BetClick d'avoir créé cette culture au sein de l'IT. Alors bien entendu, hein, sur la production, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a eu quelques limites. Donc je vous parlais des régulateurs. Donc ANJ en France, le SRIJ au Portugal. Les mouvements d'argent, c'était un peu compliqué en prod, hein, quand même, on ne va pas se le cacher. Par exemple, on voulait créer des matchs fictifs pour faire des placements de paris avec des comptes de test aussi. On n'a pas eu l'autorisation de le faire. Du coup, on a eu des tests assez limités sur certaines parties de l'application. Mais on a quand même pu gérer grâce à la plateforme de pré-production qu'on a commencé à mieux sizer pendant l'Euro. On a d'ailleurs presque fini là. Du coup, on a une plateforme divisée par 4 par rapport à la prod. Et en faisant des règles de 3, on est capable de reproduire la charge. Jusque présent, on arrive à reproduire des problèmes de prod en pré-prod et identifier aussi des points de contention. Ça nous réussit très bien. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là. On verra la suite. Les prochaines étapes, où on en est? Alors, je vous disais, on est parti sur du cloud, c'est toujours le cas. Grâce au cloud, on a du scaling, hein, vous le savez. Hein. On a de l'auto-scaling basé sur certaines métriques, hein, donc le CPU, etc. Mais on travaille, on regarde avec les petits copains de la data pour faire des choses un peu plus intelligentes, pour faire de l'auto-scaling basé sur les matchs. Donc je vous donne un exemple concret. Hein. Il y a un Lorient-Metz et un PSG Real de Madrid. La charge sur la prod ne va pas être la même. Du coup, il n'y a pas besoin de scaler de la même manière. Là, actuellement, c'est un peu la même pour tout le monde. Et du coup, on travaille par exemple sur
et essayer de faire des codes couleurs avec la data, de se dire, suivant les compétitions ou suivant les matchs, ou les types de matchs, ou alors les types d'autres univers, aussi les casinos, poker ou hippiques, est-ce que suivant ces codes couleurs-là, on ne pourrait pas définir, par exemple, PSG Real Madrid, ces couleurs rouges, Lorient-Metz vert, puis on va adapter le scaling suivant ces couleurs-là. Donc là, c'est des choses qu'on est en train de travailler avec les petits copains de la data. Autre sujet, on regarde du côté de Azure. Donc, je vous parlais de la base de données SQL Server. Donc, bien entendu, on commence à utiliser d'autres bases sur AWS. Bon, on a toujours pas mal de code historique, donc SQL Server, il va rester pendant quelques temps. Du coup, ça a du sens qu'on aille voir du côté de Azure et aussi pour des considérations pour aller voir ce que font un autre provider pour se diversifier aussi un peu. Donc ça, c'est un chantier qu'on commence à regarder. Un autre gros sujet que j'affectionne, c'est le Chaos Monkey. Alors, les tests de rupture, on va dire, c'est une forme de Chaos Monkey, mais un peu qu'on provoque nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va vraiment casser le système, mais ce n'est pas automatisé. Et maintenant, on connaît les choses où ça va casser. Là, c'est vraiment d'attaquer par un autre angle et de vraiment couper des parties de système et de voir comment est-ce qu'il va se reprendre, comment est-ce qu'il va se gérer et de l'automatiser. Donc ça, c'est un chantier qu'on n'a pas encore lancé. J'aimerais bien le lancer rapidement. Et enfin, dernier gros sujet, vous le savez, fin d'année, Coupe du Monde de football. C'est un autre événement majeur. On a déjà commencé à préparer depuis un mois. J'attends les fameux chiffres du métier, donc de voir s'ils vont nous dire est-ce qu'il faut refaire plus 50%. Je ne sais pas encore, je ne peux pas vous répondre très honnêtement, mais on va travailler dessus. Enfin, dernier point, je fais un peu de pub. On vient d'ouvrir un blog technique à BetClick. Alors, soyez indulgents. Il n'y a pas beaucoup d'articles. On va l'alimenter par la suite. Donc si ça vous intéresse, par exemple la conférence, on va écrire des billets dessus. Il y aura d'autres articles qui vont apparaître. Vous êtes les bienvenus pour commenter, etc. Faire vivre la communauté. On vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Merci pour la présentation. J'ai une question sur l'autonomisation des équipes de dev. Comment ça s'est passé? Est-ce que clairement, le mouvement, ça a pris ou vous avez dû forcer parce qu'il faut monter un peu en compétences? On ne fait pas les tests de performance comme ça, il faut savoir écrire des scripts. Même si c'est du Gatling, ça paraît simple, mais je pense que vous avez dû accompagner ou ils jouent le jeu parce que c'est pas toujours évident à posteriori. Alors, pour les équipes, en fait, c'est pour ça qu'on avait créé cette interface supplémentaire pour faciliter l'écriture de scénarios déjà. Et effectivement, on a dû les accompagner puisque faire un scénario de test, c'est quand même, c'est pas un autre métier, mais c'est quand même autre chose que de faire du dev pur. Et effectivement, on les accompagnait et ça a pris puisque en fait, comme je le disais dans la présentation, l'enjeu c'est de tenir pendant les matchs. Et tout le monde a cet objectif-là en tête et veut bien faire. Et du coup, d'elles-mêmes, elles sont mises dedans. Et c'est même, à nous relance souvent pour ajouter des fonctionnalités ou même dire, bon écoutez, on ne le sent pas très bien là, on a fait quelque chose, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, on a besoin de conseils, ou nous aider à le lancer avec vous. Donc non, ça c'est quelque chose aussi, on est assez fiers, c'est que ça a bien pris en interne. Et on a fait en sorte aussi que le code pour le moteur de test de charge, ça soit assez simple et bien documenté. Comme ça, les équipes elles peuvent rentrer dedans assez facilement et nous, on reste en support derrière. En fait, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font du Scala. C'est nous qui avons fait une petite couche d'abstraction pour leur faciliter la vie. Oui, une petite question. Comment vous faites pour ne pas dormir sur vos lauriers? C'est-à-dire préparer ou éviter le prochain War Room. Parce que là, le système a l'air stable. Vous avez une vision de changer peut-être de technologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas des changements sur le métier ou autre chose qui va faire que vous allez créer une prochaine War Room? Alors effectivement, sur les nouvelles fonctionnalités, elles sont testées. En fait, c'est inclus maintenant dans le cycle de vie de dev des équipes. C'est-à-dire que les équipes vont faire le dev, il y aura une phase de QA, etc. Et derrière, il y aura une phase de test de charge sur les nouvelles fonctionnalités systématiquement. Nous, après, en plus, on va rajouter la couche transverse.
Mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir des war rooms, etc. plus tard, hein. Pareil, effectivement, j'entends sur les lauriers, en fait, ce qu'on fait, c'est que les tests de rupture, on en fait encore régulièrement. Donc on les joue régulièrement pour voir s'il n'y a pas des régressions aussi. Il peut y avoir une équipe qui pense faire des modifications, il y a un bug, etc. Donc tests de rupture, on essaye de les faire honnêtement 1 fois par mois. Vous êtes sur des volumétries très importantes. Les mécanismes de cache peuvent avoir un effet de masquer suivant la variabilisation que vous avez fait sur vos scénarios. Donc les scénarios en eux-mêmes, comment vous avez pu vérifier que vos scénarios étaient représentatifs de la vraie activité? Alors c'est avec notamment l'outil AppDynamics qui permet de faire un bel échantillon. On est parti là-dessus au début, puisqu'on s'est dit, bon, on a des échantillons, on va voir ce que ça donne. Et en fait, l'échantillon est assez représentatif, hein. Jusqu'à présent, ça a été toujours plutôt fiable. Et après, c'est en connaissant la plateforme, en connaissant nos joueurs aussi, les habitudes de nos joueurs, qu'on a su adapter nos scripts. On va s'arrêter là. Merci à toutes, à tout le monde.